Je tenais à vous remercier, les participants de cet inscrit et à nos chers intervenants pour le temps qu'ils nous accordent pour ce webinaire sur l'hydrogène. Donc voilà, pour recontextualiser un petit peu la chose, pendant ce webinaire, on va revoir donc la stratégie de décarbonation des activités par l'hydrogène et plus particulièrement, on faisait un petit focus donc sur cet aspect hydrogène. Pour rappel, donc le programme, il y aura une introduction donc de Lionel Prévost, qui est chef de projet hydrogène à la direction générale de l'énergie et du climat. Ensuite, on aura une partie qui sera présentée par Xavier Montagne, qui est adjoint au directeur au MESRI, qui vous présentera les grands verrous à lever concernant cette stratégie nationale. Et ensuite, on aura un témoignage donc, de l'entreprise Life par le biais donc, de Ghislain Robert, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, où voilà, on apportera le cas concret et on vous présentera un petit peu comment une entreprise, comment à son échelle, elle arrive à répondre à toutes ces problématiques et comment elle se rend responsable vis-à-vis de ce sujet, de cette thématique. Et ensuite, à la fin, on aura un petit moment d'échange où, comme d'habitude, on prend toutes vos questions sur le lien, donc sur le chat que vous avez à disposition. Et ensuite, on prend ces questions tout au long du webinaire. Et à la fin, on va les poser à nos intervenants. Je laisse du coup la main à Lionel qui va vous faire une petite introduction sur le sujet. Merci Antoine, merci Antoine de me donner la main. Est-ce que vous voyez tous mon écran là? Oui, c'est bon pour Très nous. bien, ok. Donc, je vais prendre 10 minutes pour vous présenter la stratégie nationale de l'hydrogène décarboné française. Celle-ci s'appuie sur 4 enjeux. Un enjeu environnemental qui consiste à considérer que l'hydrogène est une solution pour décarboner la mobilité lourde, les transports lourds, industriels et l'industrie. Des enjeux économiques. On souhaite se donner l'opportunité de créer une filière et un écosystème industriel créateur d'emplois. Des enjeux de souveraineté énergétique pour se désengager des importations d'hydrocarbures. Et enfin, des enjeux d'indépendance technologique pour valoriser les atouts dont dispose la France, notamment à travers les membres de l'auditoire d'aujourd'hui. Concrètement, l'hydrogène décarboné en France, l'hydrogène en France, pour l'instant, sur les 2 derniers appels à projets qui sont issus du plan 2018, c'est à peu près une vingtaine d'écosystèmes de mobilité hydrogène avec une vingtaine de mégawatts. Et récemment, avec l'appel à projet écosystème que nous verrons tout à l'heure, on a quasiment déjà doublé cette capacité de production. D'accord ? Vous voyez, c'était une centaine de millions d'euros d'aide pour un investissement de 450 millions d'euros. D'accord ? Et on évoque les trains bimodes électriques hydrogène. Ok, merci Antoine. Pardon. Donc, avant toute chose, ce que j'aimerais quand même, c'est prendre quelques secondes pour expliquer que depuis le 17 février dernier, une ordonnance a été est passée au Conseil des ministres et elle permet de définir les différents types d'hydrogène qui seront considérés en France. D'accord ? C'est important de savoir de quoi on parle en termes d'hydrogène. Donc, je pense qu'il faut laisser tomber le code de couleur de l'hydrogène qui l'accompagnait depuis une dizaine d'années. D'accord ? Et depuis cette ordonnance, maintenant, il y a 3 types d'hydrogène. D'accord ? Soit c'est de l'hydrogène renouvelable, parce qu'il est produit à partir d'énergie électrique purement renouvelable. 100% de cette énergie est purement renouvelable. Et qu'en plus de ça, il est produit avec une énergie renouvelable qui émet une quantité de CO2 par kilo d'hydrogène en dessous un certain seuil. Ce seuil est le même que le seuil qui est retenu pour le bas carbone et qui sera défini dans un arrêté ministériel à venir. D'accord ? L'hydrogène bas carbone, c'est celui qui est produit à différents moyens, mais toujours en étant inférieur à ce seuil de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Et enfin, si vous n'êtes ni hydrogène renouvelable, ni hydrogène bas carbone, vous êtes hydrogène carboné. Voilà, 3 types.
Ensuite, la stratégie française, d'ici 2030, d'accord, sur les 10 prochaines années, c'est 7 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros qui proviennent du plan de relance. D'accord. L'objectif principal, c'est décarboner l'industrie en développant un marché de masse pour l'électrolyse. D'accord. On vise 6,5 gigawatts de capacité d'électrolyse installée en 2030. D'accord. Et pour ça, les 7 milliards, ils viendront nous aider à financer les projets permettant l'industrialisation des électrolyseurs de demain. D'accord. C'est le principe des gigafactories. D'accord. On financera des électrolyseurs de grande taille et on mettra en place un soutien pour massifier la décarbonation. Ce soutien, ça veut dire qu'on va aider les industriels qui seront producteurs d'hydrogène décarboné, donc renouvelable ou bas carbone, et on va venir les soutenir au CAPEX et à l'OPEX, puisqu'en fait, vous savez très bien, comme moi, que la production d'hydrogène décarboné coûte encore très cher, et que sur le marché, la référence, c'est l'hydrogène fossile, et que ça vaut pas cher. Cet hydrogène décarboné, il va aider à décarboner l'industrie, mais aussi la mobilité lourde. Et pour ça, on va développer la filière française de la mobilité lourde. Et donc ça va de la pile à combustible, les membranes, les réservoirs associés, les réservoirs à haute pression, et tous les systèmes qui sont nécessaires dans la mobilité lourde. D'accord. Donc comme on prévoit des gigafactories pour les électrolyseurs, il y aura certainement des gigafactories pour les composants clés pour la mobilité. D'accord. On a lancé un appel à projet pour les écosystèmes territoriaux dont on va voir tout à l'heure les caractéristiques. Et enfin, bien sûr, et toujours, on prépare les usages de demain. Et là, ce sera plus mon collègue Xavier Montagne qui vous en parlera avec les axes dédiés à la recherche. Donc, si vous regardez sur 2020-2023, donc les prochaines années, là, la première priorité, c'est la décarbonation de l'industrie. La deuxième, c'est la mobilité professionnelle. La recherche, 19%. Et si vous prenez sur l'ensemble de la période, sur les 10 ans, c'est toujours les mêmes ordres de priorité, mais avec des chiffres qui commencent à évoluer, puisqu'en fait, la décarbonation de l'industrie, ça correspond à 76%. Et c'est dû au mécanisme de soutien qui représente énormément de fonds. Sur les prochaines années, vous avez le programme pluriannuel de recherche à 80 millions d'euros, dont Xavier vous parlera tout à l'heure. Il y a l'appel à projet briques technologiques, et là, c'est dans le pavé innovation. Vous voyez, il y a deux pavés sur mon slide. Hein. En haut, c'est l'innovation, en bas, c'est le déploiement. En haut, il y a l'innovation et de la recherche. En bas, il n'y a pas d'innovation. D'accord. C'est que du déploiement. C'est sur étagère, on prend, on installe dans les écosystèmes territoriaux, d'accord, pour implanter sur le territoire national. D'accord. Stratégie française, on implante sur le territoire national des écosystèmes territoriaux de production et de consommation d'hydrogène décarboné. Je produis local, je consomme local. D'autres pays ont d'autres stratégies, notamment les importations. En plus de ça, on mettra en place un mécanisme pour venir soutenir la consommation d'hydrogène renouvelable dans les industries du raffinage de pétrole et le mécanisme d'aide à la production dont j'ai déjà évoqué l'usage. Au milieu, à l'interface, vous avez ce qu'on appelle l'IPCEI, c'est un programme, c'est un objet, un projet qui permet de déroger aux aides d'État, donc il doit être notifié à la Commission européenne, et qui permet aux États membres qui en font partie de déposer des projets à la Commission pour obtenir la possibilité de les financer au-delà des soutiens publics normalement autorisés par les règles d'aide d'État. D'accord. Et cet IPCEI, il reprend pour la France, hein, bien sûr, les caractéristiques de la stratégie, c'est-à-dire décarbonation de l'industrie, décarbonation de la mobilité lourde, en finançant des industriels en capacité pour produire à échelle industrielle des solutions technologiques fiables, performantes et de bas coût. L'appel à projet briques technologiques, 350 millions d'euros, d'accord, avec 4 axes. Et là, on parle d'innovation, d'accord, des briques technologiques, des pilotes innovants industriels, par exemple, quelqu'un qui produirait, qui aurait le souhait de produire des groupes électrogènes à hydrogène, pourrait répondre sur l'axe 2. L'axe 3, ça vise les constructeurs de véhicules lourds, d'accord, adaptés à l'hydrogène. Un axe 4 pour les grands démonstrateurs d'électrolyse. C'est un appel à projet avec un relevé au fil de l'eau et qui sera clôturé le 31 décembre 2022. Voilà. Regardez bien le cahier des charges. On peut monter jusqu'à 75% de subvention. Pas d'avance remboursable, de subvention.
Deuxième appel à projet écosystèmes territoriaux qui a été lancé comme Brick Techno le 14 octobre dernier. D'accord. Lui, il vise à accompagner dans les territoires des projets d'offre-demande d'hydrogène décarboné et renouvelable. D'accord. Donc, en fait, on veut déployer localement une production, une consommation d'hydrogène, d'accord, si possible avec des plateformes mutualisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on imagine des projets avec un électrolyseur qui produit de l'hydrogène et qui ira alimenter une flotte de bus ou une rame de train hybride. Ça pourrait être aussi un projet pour électrifier un quai et alimenter des bateaux qui seront à quai en se substituant aux sources aujourd'hui utilisées qui sont assez polluantes. Le projet sera aidé au CAPEX, d'accord. Les partenariats collectivités industrielles sont favorisés et on attend un prix cible inférieur ou égal à 9 € par kilo d'hydrogène. Je vais assez vite, excusez-moi. Il y a eu un premier relevé sur cet appel écosystèmes territoriaux le 17 décembre. Sur 17 projets, on en a sélectionné 8, d'accord, pour un montant d'aide total de maintenant 50 millions d'euros. D'accord, plus 12 mégawatts de production d'hydrogène. À la deuxième clôture, là, on a eu 32 projets. D'accord, pour un investissement global de 1 milliard et un montant d'aide de 332 millions d'euros. Et on en a finalement sélectionné, il y a une quinzaine de jours, une petite quinzaine. L'IPCEI, quelques slides pour vous présenter le principe et la feuille de route. Qui se fait en étroit partenariat avec les autres États membres comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les 22 États membres qui ont signé un manifeste pour exprimer leur intérêt à participer à ces projets européens. Bon, la décision finale devrait arriver fin 2021. On devrait avoir une notification et ce sujet est porté par la Direction générale des entreprises. Enfin, le mécanisme d'aide à la production. Grosso modo, l'hydrogène fossile aujourd'hui, c'est entre 1,50 €, enfin 0,8 des fois, et 2 € le kilo. Quand il est produit à partir d'une électricité qui provient du mix électrique, on est plutôt à 4 € le kilo. Et quand il est purement source renouvelable, là, on a marqué 8. Mais bon, on trouve des projets à 6 € le kilo d'hydrogène renouvelable. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. J'ai bien conscience que c'est un petit peu rapide, mais bon, je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Merci. Merci beaucoup, Lionel, pour la présentation. Comme vous l'avez précisé, hein, s'il y a eu des parties qui sont passées un peu rapidement ou si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, on est là pour y répondre. Et on passe maintenant à la partie les grands verrous à lever de Xavier. Donc, hop. Tac. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ok. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, merci de l'invitation et pour qu'on puisse un peu présenter cette stratégie nationale hydrogène et puis la façon dont elle va se décliner. Donc là, moi, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, moi, je vais vous présenter assez largement le contexte, entre guillemets, hydrogène et les grands verrous qui sont à lever. Et je vous ferai et je vous présenterai la proposition du projet, le projet qui est en cours qui est élaboré maintenant, mais qui est à la validation du comité du COMEX pour le programme et les équipements prioritaires de recherche. Donc, on va regarder quels sont les grands verrous et quelles sont les grandes actions qu'il faudra conduire pour préparer l'avenir du domaine de l'hydrogène. Donc, la planche suivante. Alors, quand on regarde l'hydrogène, c'est effectivement, comme l'a souligné Lionel juste avant, l'hydrogène s'insère dans la transition énergétique et la transition écologique et ça se présente comme une opportunité pour accélérer cette transition.
Alors, à différents niveaux, il y a la décarbonation de la production d'hydrogène, et je vous présenterai une planche juste après qui vous montrera comment tout ceci s'articule. Mais aujourd'hui, la production d'hydrogène est majoritairement à partir du, du steam méthane, du steam reforming du méthane essentiellement, donc carboné avec des émissions de CO2 à la clé. Donc, l'hydrogène, c'est aussi un moyen de décarboner les usages. Alors, quand on parle d'usage, il y a les usages de toutes les industries consommatrices d'hydrogène. Et là, l'industrie, le raffinage, Lionel l'a évoqué, le raffinage, les cimentiers, la sidérurgie, la chimie. Et le verre, il y a énormément de secteurs de l'industrie qui sont des gros émetteurs de CO2 et qui, au moyen de l'hydrogène, pourront abaisser leur rejet de CO2 et donc dans les différentes activités industrielles, l'hydrogène se présente comme un élément déterminant pour réduire considérablement et substituer les émissions de CO2 et pour substituer d'autres énergies, notamment les énergies fossiles. Et aussi, c'est une possibilité, c'est un vecteur énergétique pour la mobilité, notamment la mobilité lourde. Et avec associé, bien sûr, là on est dans le véhicule électrique avec pile à combustible, mais il ne faut pas oublier la combustion. Et on verra que la combustion, eh bien, là, on peut l'avoir soit dans des chaudières au niveau domestique, et là il ne s'agit pas de mobilité, bien sûr, mais ça peut être aussi dans des moteurs à combustion interne pour les véhicules ou dans des turbines pour le volet aéronautique, pourquoi pas. Et aussi, le secteur énergétique gazier, et on peut envisager l'injection d'hydrogène directement dans le réseau de gaz, le réseau de gaz naturel, et le pourcentage d'hydrogène que l'on va injecter dans le réseau permettra de décarboner, défossiliser une partie de ce réseau d'énergie. Et aussi, l'hydrogène, c'est un moyen de stockage intersaisonnier d'énergie, et notamment d'énergie renouvelable, et ça se présente comme un bras de levier important pour l'accroissement de la pénétration des ENR, des énergies renouvelables. Le slide suivant. Alors, sur cette planche, on voit les différentes voies de production d'hydrogène. Alors, on ne parle plus maintenant d'hydrogène. Il y a quelques semaines, quelques mois, on avait l'hydrogène prenait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On avait vraiment un ensemble de couleurs et on affectait différentes couleurs en fonction du type d'hydrogène. Et la décision qui est prise, dire énergie renouvelable, enfin hydrogène vert, hydrogène décarboné, ou enfin hydrogène bas carbone, on n'utilise non plus l'appellation décarboné, mais appellation low carbone ou bas niveau de carbone, et avec un seuil d'émission de CO2 me paraît être une excellente décision et permet de bien positionner les différents types d'hydrogène. Mais ici, vous voyez bien que vous allez avoir différents types d'énergie, d'hydrogène, vers le low carbone à partir d'énergies renouvelables, incluant la biomasse. On peut avoir notamment la production d'hydrogène à partir de micro-organismes. Il y a des procédés d'obtention d'hydrogène renouvelable par de la photoélectrolyse, photocatalyse. Et puis, il y a bien sûr tout le volet électrolyse à partir de l'électricité renouvelable, électricité éolienne, électricité solaire. Et la France a un parc nucléaire important et qui lui permet d'avoir une électricité avec un niveau de rejet de CO2 très faible, et on a la possibilité d'avoir aussi l'électricité nucléaire, et l'électrolyse de l'électricité nucléaire nous conduit à une possibilité d'avoir de l'hydrogène bas carbone. Alors,
Sur la droite de notre graphe, là, il y a l'hydrogène que l'on connaît majoritairement aujourd'hui, qui est issu des hydrocarbures fossiles et notamment du gaz naturel. Donc là, on obtient de l'hydrogène et du CO2. Il faut voir, c'est qu'un kilo d'hydrogène produit, c'est à peu près 8 kilos de CO2 produit, industriellement parlant. Hein, théoriquement, c'est un peu moins des 8, mais industriellement parlant, ça conduit à 1 kilo pour 8 kilos, 1 kilo d'hydrogène conduit à peu près à 8 kilos de CO2. Eh bien, on peut envisager la production d'hydrogène bas carbone en associant cette production à du captage et de la séquestration de CO2. Donc, si on passe au graphe suivant, la planche suivante revient à une partie de ce que je viens d'évoquer. Et ici, nous présentons les différents usages que l'on va pouvoir avoir. Donc, à partir de cet hydrogène, eh bien, l'électricité intermittente ou alternative, alors là, il y a encore un peu de débat sémantique, mais on va parler d'intermittence. Il y a l'électricité nucléaire, et bien tout ceci, ça va partir sur le réseau et on pourra électrolyser cette électricité pour produire de l'hydrogène qui ira vers différents usages et qui passera par du stockage, qui passera soit par le réseau de gaz naturel, et on pourra aussi envisager de la coélectrolyse qui conduit, qui est une aide au power to gas, j'y reviendrai un peu plus tard, et qui conduira aussi à la possibilité d'une méthanation, directe à partir de CO2 que l'on a récupéré dans des effluents industriels. Et cet hydrogène, eh bien, il ira soit à l'industrie, comme on en a parlé, hein, et là, la stratégie nationale hydrogène, c'est l'un des grands axes. Ça ira au transport, à la mobilité, mais ça peut aussi aller à la production d'énergie. Et comme je l'ai dit, l'hydrogène, c'est aussi un axe intéressant et important pour l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables dans la production d'électricité et notamment dans les zones non interconnectées. Et ça peut être un moyen pour distribuer l'énergie dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Et un moyen pour stocker de l'énergie et accroître la résilience des systèmes. Et derrière, eh bien, on retrouvera les différents usages que j'ai évoqués, hein, décarboner le secteur des transports, décarboner l'énergie dans l'industrie, contribuer à décarboner chaleur et électricité dans le résidentiel et le tertiaire, et fournir une matière première renouvelable pour tous les grands utilisateurs que l'on peut imaginer. Alors, au niveau européen et au niveau mondial, il y a une montée en puissance de l'hydrogène, et la France est parmi les pays pionniers, les pays moteurs, avec vraiment un positionnement très très dynamique sur la filière hydrogène. Et on voit, c'est que quand on regarde un peu le déploiement, c'est qu'au niveau mondial et notamment au niveau européen, entre 2020 et 2025, on va être toute la phase de montée en régime, d'assises des filières. Et puis, la montée en échelle, ce sera entre 2025 et 2035. Et après, on sera sur un déploiement et sur un fonctionnement classique après 2035. Et là, il va y avoir les 5 années qui viennent qui vont être essentielles, qui vont être vraiment déterminantes pour la montée en régime et la réalisation des différents projets qui permettront d'asseoir la filière. La planche suivante. Alors, si on regarde les grands verrous et les grandes questions de recherche qui sont associées à l'hydrogène, il y a un premier verrou qui va consister à regarder la production de l'hydrogène bas carbone. Et là, la cible, hein, c'est substituer l'hydrogène aux ressources fossiles
donc par cet hydrogène qui va être produit par électrolyse. Et donc là, il s'agira, c'est de changer d'échelle en termes de production et arriver à un coût compétitif et une logistique adaptée. Donc là, c'est ce que mon collègue a bien évoqué tout à l'heure. Et donc là, on voit qu'il y a de grandes questions comme la réduction des coûts des piles et des électrolyseurs, tout en augmentant la durée de vie et les performances. Il y a la désensibilisation à l'utilisation de matériaux critiques. Il y a l'amélioration de la durée de vie des cellules et des stacks. Il y a une filière que l'on souhaite faire émerger, c'est l'électrolyse haute température. Et dans tous ces ensembles de piles à combustible ou d'électrolyseurs, la problématique des membranes est une problématique très très importante. Si on regarde la planche suivante, qui est un second axe qui est associé à la mobilité lourde. Alors, mobilité lourde, c'est poids lourd, bus, le ferroviaire, le maritime, parce que quand on parle de mobilité lourde, on réfléchit sur un large spectre d'utilisation et c'est le transport, les poids lourds, les autobus, mais aussi le ferroviaire, le maritime, le fluvial et l'aéronautique. Donc ça, on en a parlé il y a quelques mois. Et donc là, on voit qu'il y a énormément de choses à faire à différents niveaux de TRL, dans notre jargon, on se dit à différents niveaux de maturité, aux différentes questions de recherche. On va être beaucoup plus avancé sur le ferroviaire qu'on ne l'est pour l'aéronautique, par exemple. Et donc, va y avoir des développements et des déploiements qui vont pas avoir tout à fait les mêmes temporalités. Et donc, pour cette mobilité, notamment la mobilité lourde, et qui va se positionner en complémentarité des filières batteries, c'est-à-dire que les véhicules électriques à batterie, eh bien, on aura une complémentarité des véhicules électriques à pile à combustible. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hydrogène peut aussi être appliqué en combustion. Et là, des questions de recherche sur le moteur thermique, sur les turbines, se posent et il faudra regarder tout cela. Alors, les grandes questions, le stockage, le remplissage, le transport, alors le transport de l'hydrogène, la combustion, le post-traitement, quand on regardera le moteur thermique. Et on voit, c'est que les grandes questions de recherche qui vont émerger, eh bien, ça va être au niveau des réservoirs, avec une intégration performante des réservoirs, la conformabilité, la résistance mécanique des réservoirs hyperbares. Un autre volet sur le stockage, l'augmentation de la capacité massique des matériaux de stockage solide à température ambiante, la diminution de la température d'opération et l'amélioration de la réversibilité de stockage dans les hydrures, la réduction des coûts de matériaux de stockage et des catalyseurs, et puis d'autres filières, d'autres développements, d'autres moyens de stockage, comme les liquides organiques hydrogène carriers, qui sont aussi des filières très intéressantes. Et puis, il y aura bien sûr l'identification et l'accompagnement aux transformations sociétales induites par la mobilité hydrogène. On va amener une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle façon, alors pas forcément de se déplacer, mais une nouvelle façon d'utiliser les moyens de mobilité. Et ça, il faut bien prendre en compte la dimension sociétale et la dimension sciences humaines et sociales de ce volet. La next. Merci. Et un autre axe, c'est l'intégration d'hydrogène dans l'industrie et dans les réseaux. Et là, c'est l'hydrogène pour l'industrie lourde. Alors l'énergie pour l'énergie, pour la chimie, le verre, la sidérurgie, la cimenterie. Là, il y a un vaste éventail de possibilités, un vaste champ des possibles, et il y a beaucoup de travaux à faire. Et là, il y a des travaux à différents niveaux, des adaptations techniques, des déploiements de nouvelles solutions technologiques. Et bien évidemment, il y a aussi tout l'aspect économique pour ces industries. Comment avoir cette transition
d'hydrocarbures fossiles, de sources d'énergie fossile vers l'hydrogène. Et aussi, bien évidemment, c'est l'hydrogène comme régulateur des réseaux d'énergie, j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi un axe très très important. Et là, il s'agira de regarder pour déployer des démonstrateurs et notamment des procédés type power to gas. Alors, si on passe à la prochaine et dernière planche, on a présenté, Lionel nous a présenté la stratégie nationale, la stratégie d'accélération hydrogène, la stratégie nationale hydrogène, et dans cette stratégie nationale, il y a un volet justement pour préparer l'avenir, et c'est un volet que l'on appelle qui est traduit par un programme et équipement prioritaire de recherche. Et c'est un grand programme, un grand programme qui s'appuie sur différents axes, et on a confié le pilotage de ce programme et ses équipements et le déploiement d'équipements prioritaires de recherche à 2 opérateurs, au CNRS et au CEA, avec un budget estimatif envisagé de 80 millions. Et là, pour le moment, il y a un projet de structure de ce PEPR, dans notre jargon on parle de PEPR, associé à ces stratégies d'accélération, et donc qui sont là pour préparer l'avenir, pour préparer les prochaines étapes. Et ce PEPR, eh bien, il est organisé en quatre axes. Un axe autour de la production d'hydrogène pour répondre aux grandes questions de recherche que j'ai évoquées tout à l'heure autour de l'électrolyse haute température, des systèmes réversibles, solide oxyde, électrolyse, solide oxyde fuel cell, l'électrolyse basse température PEM et alcaline, flexible, le couplage électrolyseur source ENR, et la production renouvelable d'hydrogène par d'autres procédés comme la thermoconversion solaire, la photoélectrocatalyse, sans oublier l'hydrogène naturel. Vous avez entendu parler d'hydrogène naturel, et il y a 2 jours, il y a eu un séminaire au niveau national sur cet hydrogène naturel. Un autre axe autour de la conversion de l'hydrogène. Quel système de pile à combustible, comment intégrer les systèmes de pile à combustible avec l'électronique de puissance pour une gestion optimale de l'énergie, les systèmes de combustion à hydrogène, j'en ai déjà parlé, moteur thermique, turbine, chaudière, bien évidemment. Donc là, on voit qu'il y a un volet important sur la conversion. Un autre axe autour du stockage de l'hydrogène, je l'ai aussi évoqué, avec un examen des différentes solutions de stockage, les solutions liquides cryogéniques, le stockage massif de l'hydrogène en milieu liquide, j'ai parlé des LOHC tout à l'heure, le stockage dans les réseaux de gaz, massification du stockage d'hydrogène, stockage réversible dans des matériaux solides, le stockage hyperbare, les intégrations du réservoir et aussi le stockage souterrain d'hydrogène, qui est une solution pour les stockages massifs et de grandes quantités d'hydrogène qui permettent ensuite d'être récupérés pour la production d'énergie notamment. Et enfin, accompagner le déploiement, j'ai évoqué la problématique du volet social, mais aussi l'analyse de cycle de vie. Et donc là, il y a l'analyse du déploiement des systèmes hydrogène par tout ce qui est autour de ces analyses de cycle de vie, la substitution des matériaux critiques, la recherche de solutions de recyclage, l'éco-conception, l'éco-design, l'analyse économique, l'analyse sociale, les études d'impact socio-économique, et tout ce qui va être autour des outils juridiques, économiques et réglementaires qui vont être aussi très importants et qui peuvent être des vrais verrous au déploiement de l'hydrogène. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger, tout le volet réglementaire, tout le volet juridique. Et enfin, la sécurité, bien évidemment, pour les applications embarquées, pour le remplissage, tout ce qui est gestion des fuites, il y a un gros volet sécurité à
à traiter. Et c'est pour ça que je vous disais, on est sur les 5 années qui viennent, il y a vraiment asseoir le socle de la filière qui permettra son déploiement dans les années qui viennent. La prochaine, mais c'est pour vous remercier de votre attention et merci beaucoup et nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup Xavier, c'était très très intéressant. Encore une fois, j'avais plus la visibilité sur les questions, mais si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, on les posera encore une fois à la fin aussi. Ça me fait une petite transition, le temps d'amener aussi notre dernière partie, toutes les présentations, on vous les transmettra après. Donc pour que vous les ayez, pour que vous puissiez les avoir aussi de votre côté. Et je vais laisser la parole à Ghislain pour la dernière partie, le témoignage. Écoutez, merci beaucoup. Merci à messieurs Prévort et Montagne donc, pour cette introduction dense, qui était pleine d'informations. Donc, je me présente, je suis Ghislain Robert, je travaille chez Life. Donc, l'entrée en matière a été faite par monsieur Montagne. En effet, on va parler d'écosystème et de production d'hydrogène. Nous sommes producteurs d'hydrogène renouvelable. Donc, on vous a expliqué un peu la différence, mais aujourd'hui, on parle bien de production d'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire que nous produisons de l'hydrogène directement connecté aux sources d'énergie renouvelable. Et notre paradigme chez Life, c'est de travailler pour un impact positif sur l'environnement. Et chez nous, ce ne sont pas des vains mots, puisque en 2017, nous avons créé Life pour passer du statut d'homme contributeur, du statut d'homme prédateur, pardon, c'est-à-dire ce que nous savons tous vis-à-vis de notre impact sur la planète depuis quelques décennies, voire plusieurs siècles. Eh bien, nous sommes des prédateurs pour l'environnement et ce ne sont pas des vains mots pour Life. Nous voulons passer à un statut d'homme contributeur, à savoir redonner à la planète ce que nous lui avons pris depuis des décennies, notamment au milieu maritime et marin, j'y reviendrai tout à l'heure, et évidemment aussi nous pensons spécifiquement à nos enfants, puisque nous le savons tous, et chez Life en tout cas, nous le savons quand nous nous levons le matin, pourquoi nous travaillons, c'est pour nos enfants, puisque si nous appuyons sur le bouton d'arrêt de production de gaz à effet de serre aujourd'hui ensemble, eh bien malheureusement les effets ne seraient pas ressentis tout de suite, donc ce seront bien nos enfants qui en ressortiront les bienfaits. Donc c'est pour ça que nous travaillons chez Life notamment. Une chose importante chez Life, on a parlé tous ensemble à l'instant de plans à 2030, 2025, 2035, 2050. Eh bien, chez Life, nous pensons que nous pouvons changer les choses maintenant et pas demain. Nous pouvons changer les choses maintenant et c'est pour ça que Life a été créé, puisque en 2017, nous avons constaté que l'accès à l'hydrogène était compliqué, alors que ça paraissait comme une solution importante, était compliqué et en tout cas impossible si on parlait d'hydrogène renouvelable. Donc, c'est pour ça que Life a été créé, c'est pour rendre cette possibilité actuelle et c'est pour avoir de l'hydrogène renouvelable dès aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons chez Life au quotidien, eh bien, vous voyez ici une vue d'architecte qui pourrait être quasiment une photographie puisque le projet est en cours de livraison. Et il s'agit de notre premier site de production d'hydrogène renouvelable situé à Bouin, au nord des côtes vendéennes, au droit de l'île de Noirmoutier, qui directement raccordé aux éoliennes, permettra dès cet été, dès juillet, donc dans un mois, de produire nos premières tonnes d'hydrogène renouvelable. Ici, nous avons un site qui, à terme, permettra de produire 1 tonne d'hydrogène renouvelable sur le territoire. À gauche, on voit un bâtiment puisque nous avons aussi, nous nous sommes projetés et évidemment, nous avons bien compris tous ensemble que l'éolien terrestre ne serait pas la panacée et qu'il faudrait très rapidement penser à une autre source d'énergie renouvelable. Et nous allons, dans ces bureaux-là, mettre en place nos bureaux de recherche et développement pour travailler, et nous y travaillons dès aujourd'hui, travailler à l'éolien maritime en offshore pour mettre en place des éoliennes en offshore pour produire notre hydrogène en mer. Et j'y reviendrai là aussi. Donc, la synthèse de notre
de notre process industriel est ici illustré. Donc, à partir d'énergies exclusivement renouvelables, nous pratiquons l'électrolyse de l'eau sur un territoire pour produire à la fois de l'hydrogène et nous cogénérons, vous le savez aussi, de l'oxygène. Alors, tout à l'heure, on a évoqué la cogénération de CO2 par l'hydrogène gris de l'ordre de 8 kg par kilo d'hydrogène. Eh bien, nous, c'est le contraire. Nous ne produisons pas de gaz à effet de serre, et bien au contraire, nous produisons de l'oxygène dans les mêmes proportions, puisque nous produisons 8 kg d'oxygène par kilo d'hydrogène produit. Et ensuite, cet hydrogène il est distribué sur un territoire donné, à une distance de 50 à 100 km, par des camions à hydrogène, évidemment, qui permettent ainsi de distribuer le territoire. Notre chaîne de valeur chez Life, c'est de produire donc de l'hydrogène. Et pour produire de l'hydrogène, nous avons 5 étapes fondamentales dans notre chaîne de valeur qui passent par le développement des projets. Donc, c'est pour nous très important d'agir au niveau des écosystèmes territoriaux avec les acteurs des territoires, qu'ils soient privés ou publics, de nous mettre autour de la table. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire qu'il faut se réunir à plusieurs acteurs pour se mettre en phase, ensemble, pour créer ex nihilo un écosystème et se donner rendez-vous dans 2 ans, dans 3 ans, pour qu'ensemble, nous mettions en place les moyens de production d'énergie, de production d'hydrogène renouvelable, de distribution de cet hydrogène et enfin d'usage, pour que tous ensemble, l'écosystème puisse naître sur un territoire donné. Donc, c'est vraiment cette phase développement qui est la partie la plus importante qui nous anime actuellement. Ensuite, évidemment, nous apportons les modèles financiers qui nous permettent, grâce aux subventions, on en a parlé tout à l'heure avec M. Prévort, de mettre en place des écosystèmes aujourd'hui qui, à terme, évidemment, sont destinés à être viables. Aujourd'hui, on arrive à atteindre les équilibres demandés par l'ADEME, notamment les 9 € du kilo. Eh bien, nous investissons nous-mêmes pour mettre en place ces modèles financiers au sein des écosystèmes territoriaux. Enfin, nous construisons ces équipements, que ce soit la partie génie civil ou le process industriel qui consiste évidemment à produire l'hydrogène renouvelable. Nous exploitons à distance nos sites de production. Et enfin, si tant est qu'il faille gagner un petit peu d'argent pour continuer cette chaîne vertueuse, nous vendons cet hydrogène pour l'acheminer vers nos clients, à savoir les stations de distribution dans les collectivités. Nous sommes aussi en relation avec les transporteurs, les logisticiens, et évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure, par les industriels qui utilisent aujourd'hui de l'hydrogène gris, évidemment, donc qui veulent décarboner cet hydrogène pour qu'elle devienne vert, et en tout cas renouvelable, et ensuite pour aussi les industriels qui veulent décarboner leur industrie et qui veulent passer à l'hydrogène renouvelable dès aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, nos sites de production sont principalement onshore, mais à terme, nous envisageons des plateformes offshore. À noter que dès l'année prochaine, nous allons mettre en place sur la plateforme du SEMREV, au-delà au large du Croisic, une première mondiale, à savoir nous allons mettre un démonstrateur d'électrolyseur à hydrogène sur une plateforme en mer pour démontrer la fiabilité de cette technologie et mariniser nos process que nous connaissons déjà. Alors, ces process, j'ai une petite vidéo ici qui vous permettra de bien les comprendre. Donc, vous avez bien noté que nous sommes directement connectés aux énergies renouvelables. C'est ce qui est chez nous une valeur très importante. Les électrons délivrés par ces énergies renouvelables alimentent un électrolyseur qui lui-même est alimenté par de l'eau que nous puisons de façon modérée dans le système ou dans l'écosystème local. Cette eau est traitée pour devenir de l'H2O pur, de l'H2O chimique, qui permet ainsi, grâce à l'électrolyseur, de produire à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène. De l'oxygène aujourd'hui que nous rejetons dans l'air, mais évidemment que nous destinons à rejeter dans les milieux marins pour réoxygéner les océans et les milieux marins. L'hydrogène, quant à lui, est traité puis compressé pour être ensuite distribué via des trailers dans les écosystèmes territoriaux qui alimentent ainsi les différentes stations de distribution d'un territoire à une distance de l'ordre de 50 km pour permettre ainsi de distribuer
l'écosystème territorial via des stations de distribution qui permettent d'alimenter comme ça les bus, les transports en commun, les bombes à hydrogène qui sont déjà sur le marché et globalement, comme je vous l'expliquais, tout l'écosystème territorial, que ce soit les industriels, les transports terrestres, maritimes et fluviaux, pour ainsi alimenter tout l'écosystème territorial. Et évidemment, notre volonté est de créer un maillage tout au long de notre chaîne de valeur pour permettre la naissance des écosystèmes territoriaux au niveau européen. Nous avons déjà créé des agences, notamment en Allemagne, pour déjà créer des projets similaires en Allemagne. Donc, vous l'avez compris, cette vidéo qui est fort jolie, mais au-delà de ça, elle montre un aspect très important de notre stratégie, c'est de concentrer l'outil de production d'hydrogène renouvelable au pied des énergies renouvelables. Ainsi, en densifiant cette production, en massifiant cette production, eh bien, on arrive à un équilibre financier totalement différent de celui qui est quelquefois mis en place, à savoir créer des sites de production à proximité immédiate des usages qui nécessitent des sites de production plus faibles en termes de capacité, donc un équilibre financier plus difficile à atteindre. Avec ce système que nous mettons en place, nous arrivons à des équilibres financiers plus acceptables qui nous permettent ainsi de diffuser cet hydrogène au sein du territoire pour avoir un hydrogène économiquement viable. Parce qu'évidemment, s'il n'est pas économiquement viable, eh bien, il ne sera pas diffusé, il ne sera pas utilisé et évidemment, ça sera peine perdue. Donc voilà, nous avons développé ce système avec évidemment un processus industriel très lourd, un système évolutif et modulaire, c'est bien important de le comprendre. Nos sites pourront évolueront pour produire plus d'hydrogène tant que besoin pour répondre aux exigences des écosystèmes avec un monitoring adapté à chaque site de production et une amélioration continue de nos process. Nous sommes évidemment dans une phase totalement industrialisée à ce stade-là. Nos clients, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, ce sont principalement les collectivités qui aujourd'hui répondent présentes pour créer des écosystèmes territoriaux avec les transports en commun, les BOM, les industriels aussi qui utilisent déjà de l'hydrogène carboné. Donc évidemment, ils ont besoin de répondre aux attentes de leurs propres clients et des exigences environnementales. Donc ils ont besoin de décarboner leur process en utilisant de l'hydrogène renouvelable. Et enfin, les transporteurs et logisticiens qui, grâce à des offres de constructeurs de camions, pourront à terme utiliser cet hydrogène renouvelable. Notre équipe chez Life, elle est composée d'une quarantaine d'ingénieurs, de techniciens provenant évidemment des grandes industries françaises et européennes, notamment d'Ariane Espace ou de grands groupes industriels qui œuvrent tous les jours pour mettre en place ces écosystèmes territoriaux. C'est aujourd'hui pour nous un point très important. Nous avons été, et nous les en remercions, reconnus par le ministère de la Transition énergétique comme faisant partie de la French Tech grâce à la Green Tech. Eh bien, nous sommes ici, nous, des acteurs de cette transition énergétique grâce à l'hydrogène renouvelable. Les médias ne s'y sont pas trompés. Vous voyez ici quelques extraits de médias où notre PDG, Mathieu Guéné, est intervenu pour promouvoir évidemment Life, mais au-delà de Life, pour promouvoir l'hydrogène renouvelable et ce vecteur d'énergie qui nous semble aujourd'hui totalement à même de répondre aux enjeux environnementaux du moment. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. J'espère vous avoir informé sur Life et ses enjeux et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, bien évidemment. C'est bon pour vous, Ghislain? C'est bon. Et merci beaucoup, encore une fois aussi pour votre présentation qui était très claire et qui a amené un beau cas d'usage côté privé. Donc c'était très très chouette d'avoir ce retour-là. On va passer du coup maintenant aux questions. Je les prends comme elles sont venues dans l'ordre. Et on en a une première pour donc Lionel Prévort. Lionel, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Je sais plus si. Ouais, bien sûr, oui. je suis encore là. Bien sûr. Super. J'avais une première question, deux premières questions pour vous. Vous les avez vues dans le chat, mais je vous les repose pour tout le monde. Donc, une première question, c'est produit à partir de biomasse par gaz à
gazéification a-t-elle été oubliée? Alors, non, ça n'a pas été oublié. D'accord. Ce qui est dit, c'est que l'ordonnance du 17 février, elle prévoit différents types d'hydrogène, elle prévoit aussi le mécanisme de soutien à la production. D'accord. Alors, ce mécanisme de soutien à la production, il sera accordé, après un appel d'offres, hein, évidemment, aux producteurs d'hydrogène bas carbone, dès lors que ça sera par électrolyse. Concernant l'hydrogène renouvelable, il n'y a pas ce critère. D'accord. Donc, ça visera tout l'hydrogène renouvelable. Donc, y compris les éventuels hydrogènes qui seraient produits par, à la base du procédé, par le procédé de pyrogazéification. D'accord. Donc, ça n'est pas exclu. Très bien, très bonne réponse. Et justement, à ce propos-là, bon, du coup, ça suit un petit peu ce que vous disiez, mais qu'il y avait une autre question en rapport, c'était que répondre donc à ceux qui disent que l'électrolyse par énergie renouvelable ne fait que déplacer le problème en amont avec la consommation d'énergie, métaux et terres rares pour produire les panneaux solaires et les éoliennes. Qu'il faut convaincre, encore une fois, d'accord. L'objectif de la stratégie nationale de l'hydrogène décarboné, c'est d'apporter des soutiens publics d'envergure quand même. On est à 7 milliards d'euros sur 10 ans. C'est justement pour gagner les points de rendement, pour augmenter les cadences, pour gagner la puissance, pour tout optimiser, pour baisser les coûts de production de tous ces matériels sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l'hydrogène décarboné en France. D'accord. On veut que nos industriels deviennent des leaders. D'accord. Ils ont des savoir-faire, il faut les aider à monter en taille critique pour pouvoir intervenir sur les marchés. Alors, le problème des ressources, que ce soit des ressources en matériaux rares, nobles, ou des problèmes de ressources en énergie, ce sont des vrais problèmes. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir, avec ces financements et ces soutiens publics, mettre en place, définir des moyens de production qui seront économes dans toutes les ressources qui sont rares, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient de matériaux. D'accord. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Et avec la filière de l'hydrogène, on aura quand même pas mal de possibilités au niveau des recyclages. Très clair. Très clair sur cet aspect-là. Il y a autre chose, alors peut-être que Xavier aussi, vous avez du recul là-dessus, ou même peut-être juste l'un, c'est qu'on a une remarque, c'est on dit que le Japon développe ardemment sa filière hydrogène. Une coopération avec ce pays est-elle d'actualité, ou bien la France et l'Europe sont-elles en concurrence plutôt frontale avec le Japon et peut-être même d'autres pays? En fait, Ghislain peut-être. Ouais, allez-y. Lionel, merci, mais il ne faut pas opposer. Le Japon, en effet, a une avance. Il ne faut pas opposer les pays comme ça. On a des partenariats à mettre en place. On travaille avec d'autres pays actuellement. Je vous ai parlé de l'Allemagne parce que là, c'est vraiment très concret pour nous. On travaille aussi avec le Danemark, on travaille avec l'Italie, on travaille avec l'Espagne, avec le Portugal. On a des visées au Japon, on a des visées au Corée, on a des visées aux États-Unis. La mission France actuellement travaille pour nous rapprocher des États-Unis. Voilà, on travaille avec ces gens-là en effet. Ils fabriquent du matériel intéressant qu'il faut mettre en place. Les piles à combustible, c'est une filière aussi, mais la France se développe aussi sur les piles à combustible en ce moment. Donc voilà, il y a un partenariat qui se met en place. Il ne faut pas opposer les pays comme ça, je pense. Tout à fait d'accord. Il y aura du travail pour oui, tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas d'opposer. Et là, Lionel pourra compléter. Lionel a présenté l'IPCEI, qui se traduit par des coopérations. Par contre, parfois, il peut y avoir des stratégies différentes entre les pays sur lesquelles il faudra bien sûr tenir compte. Chaque État a sa propre stratégie, d'accord. Donc, quand on a des projets en commun, il faut bien identifier les intérêts communs, les objectifs communs, faire la part des choses et puis continuer d'avancer. On ne peut pas rester bloqué sur ce qui nous sépare. Il faut plutôt regarder ce qui nous rapproche et ce qui nous permet d'aller plus vite. Et ce n'est pas des mots creux. C'est vraiment, des fois, certains pays peuvent apporter une solution qui arrange tel ou tel porteur. Et si elle présente des intérêts, il faut l'étudier, d'accord. Mais on a des échanges avec le Japon, la DGC a eu des échanges avec le Japon.
Ouais. Je doute que sur des sujets aussi transverses, il est nécessaire de co-organiser, de coopérer pour amener ça au mieux. Il y avait d'autres questions aussi sur votre intervention, Ghislain. C'était, je l'ai dit hein, comme tel, un des soucis posés par l'hydrogène est son transport, donc, du fait notamment de la densité du gaz et de la nécessité donc, de comprimer ce gaz. Donc comment est-ce que, alors il y a une première question qui est plutôt sur l'aspect transport via les camions. Comment est-ce que au final vous arrivez à transporter ça par camion et par quelle quantité? Ouais, très bonne question. La partie logistique fait partie globalement de la chaîne de valeur de Life et vous avez bien compris que pour nous, distribuer un écosystème, c'est important. Donc aujourd'hui, on envisage de transporter cet hydrogène grâce à des tube trailers qui permettent de transporter dans des containers de 20 pieds environ 350 kg d'hydrogène. Ces tube trailers peuvent aussi s'articuler dans des containers de 40 pieds où on distribuerait là 700 kg. Voilà, 700 kg pour un coût de transport aller-retour de l'ordre de quelques centaines d'euros. On est en dessous de l'euro du kilo en termes de transport. Voilà, et ça nous permet ici, comme ça dépend évidemment de la distance. Donc il y a beaucoup de paramètres qui jouent, mais si on distribue un écosystème territorial à une distance d'environ 50 km, ce qui est très raisonnable, eh bien on a des coûts très, très modiques de transport de l'hydrogène dans cet écosystème. Avec un flux tendu, hein, on est là pour distribuer les stations. Oui, Lionel, peut-être. Je peux peut-être rajouter aussi un point. En fait, la stratégie nationale française n'a pas vocation par exemple, à soutenir des infrastructures de transport d'hydrogène à court terme. D'accord ? Je pense que d'ici 10-15 ans, il y aura certainement un sujet si l'hydrogène prend bien en termes d'infrastructures. D'accord ? Mais les 7 milliards ne sont pas prévus pour financer des infrastructures de transport d'hydrogène. D'accord ? Et ça coûte très cher de produire de l'hydrogène décarboné encore. Alors, jusqu'à ce que ces coûts soient comparables avec les coûts d'hydrogène fossile, il faut vraiment s'astreindre aux usages directs de l'hydrogène. On ne va pas financer par de soutien public des projets qui consisteront à injecter quelques pourcents d'hydrogène dans du méthane. L'hydrogène qui sera produit et soutenu par les fonds publics devra être utilisé directement, soit pour décarboner, voilà, en substitution d'hydrogène fossile aujourd'hui utilisé par exemple dans le raffinage ou ailleurs, ou dans la verrerie ou dans la sidérurgie, soit pour mettre dans des réservoirs pour faire avancer des véhicules lourds, mais pas pour faire du blending. Oui, bien sûr. Et justement, sur cet aspect transport et logistique, il y avait aussi sur comment acheminer, c'est ce que vous avez présenté, Ghislain, sur comment acheminer l'hydrogène de la production qu'on en fait en mer jusque sur la Terre. Est-ce qu'on l'a fait par bateau, par pipeline? Comment ça va se passer? Alors là, on est vraiment dans le cadre de nos recherches et développement. Notre première orientation concerne le pipeline. Ce sont des pipes de diamètre assez modeste qui permettront d'alimenter une station sur la côte depuis la station offshore. Voilà, pour l'instant, c'est nos premières hypothèses de travail sur lesquelles travaillent nos équipes actuellement. On n'est pas encore totalement prêt à ce sujet, mais c'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Ok, très bien. Ça répond bien à la question, je pense. Il y avait une dernière, alors je vois que le temps file. On peut peut-être il y avait une remarque qui était faite sur votre intervention, Xavier, par rapport à l'hydroélectricité. Il n'y a pas forcément de question, mais peut-être apporter quelques éléments de précision. La remarque, c'était la suivante. Donc, il y a aussi l'hydroélectricité pour la production d'hydrogène qui est souvent oubliée dans la case des énergies renouvelables et qui permet aussi le stockage des nouvelles énergies renouvelables intermittentes. Donc, est-ce que l'hydrogène et l'électricité est vraiment oublié? Oui, j'ai vu l'hydroélectricité absolument pas oubliée. Elle fait vraiment partie de la palette d'approvisionnement national, hein. Quand on regarde, surtout que c'est une des sources importantes au niveau national, l'hydroélectricité, donc elle est vraiment dans le périmètre, elle est considérée. Et effectivement, la remarque peut-être, c'est dire au niveau stockage, l'hydroélectricité, ça peut être aussi un moyen. Et c'est vrai qu'il y a dans les grandes infrastructures nationales, il y en a quelques-unes qui sont équipées de STEP, hein, qui sont des moyens de stockage
stockage d'énergie, mais cette électricité n'est absolument pas oubliée dans le paysage. Elle est dans le registre national et elle est dans le périmètre. Pour mémoire, quand même, le mix électrique français, l'hydraulique a une part importante. Hein. Donc, sur la part des renouvelables du mix électrique, les barrages sont là pour longtemps. C'est de l'ordre de 10%, hein, c'est un peu plus que 10%. Hein. C'est 16% de mémoire. Mais... Oui, c'est ça, oui, c'est autour de, c'est ça, une quinzaine de pourcents, un peu plus que 15%. C'est important. Hein. Et bon, je pense qu'on aura une réponse à cette remarque. Et il y avait une autre question, je vois, qui vient d'apparaître sur le chat, qui constituait le site à Bouin. C'est du coup plus pour Ghislain. Quand est-ce que l'inauguration est prévue pour ce site? Alors, écoutez, c'est en cours de préparation, donc il y aura évidemment une inauguration officielle dès la fin de l'été, je pense. Pour l'instant, on n'a pas de date encore totalement calée. Ça sera quelque chose de très important pour nous. Évidemment, restez connectés aux réseaux sociaux, vous en saurez bien plus prochainement. Mais pour l'instant, la date n'est pas encore totalement déterminée. Ok, très bien. Écoutez, je vois qu'il est 17h passé. Ça c'est un petit message pour les participants. Toutes les questions, on les prend bien. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir apporter un peu plus aller un peu plus profondément, pardon, dans le sujet. Nous, on pourra revenir vers les intervenants pour qu'on voit pour qu'ils puissent répondre entièrement à vos questions. On vous partagera aussi du coup les présentations pour que vous puissiez les avoir. J'en profite aussi pour remercier une dernière fois les intervenants de nous avoir accordé ce temps qui souvent est précieux. Et j'en profite pour faire une toute petite page de pub pour GreenTech Innovation. On a aussi notre tour de France, donc qui est propre à GreenTech Innovation, toujours au sein du ministère de la transition écologique, qui aura lieu début juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre bien nos réseaux sociaux. Je remercie donc tous les participants et tous les intervenants d'avoir été présents. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, Audrey va pouvoir fermer le live. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment de l'invitation. Au revoir. Merci beaucoup.